Franck Boutet, s'il vous plaît, si vous pouviez vous approcher. Merci. Voilà, Franck Boutet. Alors, on ne le présente plus, mais je vais quand même le présenter. Il est fondateur et président de l'atelier Franck Boutet et Grand Prix de l'urbanisme 2022. Voilà. Et il va nous parler aujourd'hui, sur Energy Meeting, de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique. Vous avez une petite vingtaine de minutes et j'en profite pour me présenter parce que je ne l'ai pas fait. Je suis journaliste à Bâti Actu en charge de l'innovation et de l'industrie. Voilà, pour savoir qui je suis. Ça, on sait qui est qui. Voilà. À vous, Franck Boutet. Bonjour, merci. Une petite vingtaine de minutes, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Donc, on parle au salon la journée de l'efficacité énergétique et environnementale. Je me posais la question depuis combien de temps et environnemental avait été rajouté pour savoir à quel moment on étend le périmètre de l'énergie. Donc on va parler un peu d'énergie quand même. On va parler plutôt des énergies et on va parler d'environnement ou de soutenabilité. Alors, d'abord pour faire un petit panorama, parce qu'on va dire que ça fait à peu près une bonne vingtaine d'années que les enjeux énergétiques, environnementaux, de soutenabilité, de durabilité, ça a pris des termes différents au cours des 20 ans, de transition écologique, sont intégrés dans les problématiques de la construction et de l'aménagement. Il ne faut pas oublier, ici on parle plus de construction que d'aménagement. Et si on fait un petit panorama, on va dire 20 ans pour faire simple, même si ça fait plutôt 23 ans, quoi. Si on fait un petit panorama, on va dire que sur ces 20 ans, pendant les 15 premières années, on a surtout parlé d'énergie. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, on parlait de développement durable. Quand on parlait de développement durable, on parlait très vite d'environnement. Quand on parlait d'environnement, on parlait d'énergie. Et quand on parlait d'énergie, finalement, on parlait de thermique. Et on avait un peu l'épaisseur d'isolant et le taux de compacité et le taux de vitrage qui devenaient des variables d'ajustement de la durabilité de la construction et de l'aménagement. Donc on parlait beaucoup d'énergie. Mais une seule forme d'énergie, finalement, beaucoup d'énergie blanche, c'est comme ça qu'on l'appelle, l'énergie d'exploitation, l'énergie d'usage dans les bâtiments. Et on parlait beaucoup d'énergie, et on parlait d'énergie surtout dans le neuf. Or, si on regarde un petit peu les chiffres qui sont là, le neuf, vous le savez, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que les opérateurs se plaignent qu'on ne fait pas assez de construction neuve. Le neuf, ça représente environ, en renouvellement de la ville, moins de 1% par an du stock de bâtiments existants. Sur le logement, 35 millions de résidences existantes, on en construisait 350 000, donc 1%. Donc on peut se dire, si on parle beaucoup d'énergie, mais que sur le neuf, finalement, on parle de 1% du problème. Par an, certes, donc en attendant un siècle, on finit par parler de 100% du problème. Mais il faut quand même attendre un siècle, or on n'a pas obligatoirement un siècle pour agir. Mais en fait, c'est encore pire que ça. C'est que quand on parle d'énergie blanche, donc l'énergie d'exploitation dans le neuf, de quoi parle-t-on réellement? Donc là, vous avez à droite le 1%, et au milieu, vous avez quelque chose qui est encore plus une mise en abîme, qui dit finalement l'énergie blanche dans le neuf ne représente quasiment rien, c'est-à-dire 0,1 à 0,2% par an du problème de l'énergie. Pourquoi? Parce que si on compare les bâtiments neufs, on va simplifier le raisonnement, sont aux alentours de 50 kWh par mètre carré, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je ramène un mètre carré de neuf dans le stock de bâtiments existants, sa vie future énergétique de ce mètre carré, son efficacité énergétique, va être de 50 kWh par mètre carré. Donc il va être contributeur d'une consommation de 50 kWh par mètre carré. Si je compare aux bâtiments existants, les bâtiments existants sont plutôt à 250 voire 500 kWh par mètre carré pour les pires. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de 1 à 5 ou de 1 à 10 pour le pire sur l'efficacité énergétique entre le neuf et l'existant. Donc finalement, quand on regarde le neuf et qu'on s'intéresse à l'énergie, on prend 1% en nombre d'unités, et sur ce 1%, on travaille sur l'efficacité énergétique qui pèse 5 à 10 fois moins que sur le stock de bâtiments existants. Donc finalement, le neuf, l'énergie dans le neuf représente 1/10 à 1/5 de 1% par an du problème de l'énergie. C'est pour ça qu'on arrive à 0,1 à 0,2% du problème énergétique par an, c'est-à-dire à rien. Donc, pendant un peu plus de 15 ans, on a consacré 99,9% des moyens sur 0,1% du problème. C'est assez désespérant, mais c'est comme ça. Donc ça veut dire que, et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en environnement, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on a fait de la suroptimisation d'un gisement marginal. En environnement, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut aller identifier où sont les gisements, où sont les stocks, et ensuite identifier
les mesures qui permettent d'adresser et de réduire drastiquement finalement ces gisements. Donc sur optimisation d'un gisement marginal, donc on s'est dit à ce moment-là, enfin nous ça fait un bout de temps qu'on dit attention, les enjeux énergétiques ne sont pas dans le neuf, ils sont dans l'existant. Il faut faire avec l'existant. Alors ça marche évidemment en France ou dans beaucoup de villes ou de pays, en Europe, puisqu'on est sur une histoire urbaine ancienne, on a un faible taux de renouvellement de la ville et on a une faible démographie qui fait que le neuf ne pèse pas grand-chose. Donc nous on disait, bon, soit on change de métier, on attend qu'enfin on s'intéresse à la rénovation énergétique, soit on peut aussi considérer d'ailleurs, parce que les deux vont de pair, que le neuf doit servir de terrain d'expérimentation et d'effet de levier pour rétroagir de manière positive sur son territoire d'accueil. Et si on regarde où sont les enjeux entre, donc, puisque j'ai parlé des énergies, entre l'énergie blanche, donc l'énergie de consommation dans les bâtiments, donc on a dit il n'y a pas d'enjeu d'énergie de consommation ou d'énergie de flux, on pourrait l'appeler comme ça, dans le neuf. Donc les enjeux d'énergie de flux, d'énergie d'usage, d'énergie d'exploitation, on peut les appeler comme on veut, donc celles qu'on appelle l'énergie blanche, sont dans l'existant, c'est ce qui est indiqué sur ces petites barrettes. Par contre, il y a un enjeu énergétique, mais avec une autre forme d'énergie, dans le neuf, qu'on a découvert un peu tardivement. Ça date d'il y a environ 7 ans à peu près, et c'est devenu systématique, massif, il y a encore un peu moins d'années, qui est l'énergie grise, cette fois-ci, de l'énergie de stock, qui est stockée donc dans la matière, dans les équipements techniques, dans tout ce qu'on met en œuvre pour construire un bâtiment, il y a de l'énergie de stock. Et donc, dans le neuf, le vrai enjeu n'est pas l'énergie blanche, donc l'énergie de flux, mais l'énergie grise, donc l'énergie de stock. Enfin, maintenant, on le sait, ça a été, on est sur une forme de rééquilibrage entre enjeu d'énergie blanche et enjeu d'énergie grise. Donc il faut bien spécifier ces choses-là, parce que sinon, on va continuer à faire de la suroptimisation de gisements marginaux sur le neuf, et puis se tromper en n'intervenant pas sur l'existant. Donc deux grandes tendances, on va dire, complémentaires aujourd'hui. Donc d'abord l'énergie, puis l'énergie matière ou l'énergie de stock qui s'appelle aussi le carbone. Et finalement, il y a du carbone dans tout, y compris dans l'énergie. Donc enfin, on est sur des approches équilibrées. On le voit même dans la réglementation, avec d'abord l'initiative du label E+C-, puis aujourd'hui la RE 2020 qui n'a pas raté le coche là, sur ce sujet, qui dit bien enjeu d'énergie blanche, enjeu de carbone et d'ailleurs enjeu de confort d'été. Le confort d'été est arrivé encore bien plus tard, qui est l'enjeu majoritaire qu'on va pouvoir, enfin, à partir duquel on peut même étendre sur la notion plutôt de la question d'adaptation. Donc en effet, le nouvel enjeu qui arrive aujourd'hui et de manière hyper massive, c'est celui de l'adaptation. Alors, les deux premières stratégies, on pourrait les appeler sur la question de la réduction de la consommation d'énergie, déconsommation. Ensuite, sur la question du carbone, décarbonation, donc déconsommer, décarboner, et nouvel enjeu absolument prioritaire, celui de l'adaptation. Jusqu'à récemment, c'est les crises, à la fois la crise sanitaire et l'été 2022, l'été meurtrier comme on l'appelle, l'été 2022, qui ont rappelé l'importance, enfin, ou qui en tout cas, qui ont donné à voir l'importance de cet enjeu d'adaptation. Aujourd'hui, on disait faible taux de renouvellement de la ville, moins de 1%, et ça va être de moins en moins. Dans des territoires, dans des villes donc, qui sont largement urbanisées, largement constituées, la ville se renouvelle très très peu. Petit chiffre, si on projette ce taux de renouvellement urbain très faible en France et en Europe, on projette en 2050 et on regarde quels sont les bâtiments en 2050, enfin quels sont les bâtiments d'aujourd'hui en 2050, enfin qui existeront encore en 2050. Le petit chiffre, c'est 80% en moyenne nationale. 80% des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui, parce qu'on ne renouvelle peu la ville. Ce chiffre, il est très variable dans les endroits où il y a très peu de foncier. Prenons Paris. Paris, c'est plutôt 95% des bâtiments de 2050 qui existent déjà aujourd'hui. Donc ça dit bien à quel point il faut faire avec l'existant, faire avec le déjà là. Le ZAN, mais on n'a pas le temps de parler du ZAN, nous pousse évidemment aussi à ça. Et donc, réhabiliter, 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 réhabiliter. La réhabilitation doit devenir l'action par défaut et le neuf, l'exception. Sur cette question de l'adaptation, 80% donc en moyenne nationale des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui. Évidemment, la question qu'on a envie de se poser, c'est combien de ces bâtiments
qui existent aujourd'hui, qui existeront encore en 2050, sont-ils adaptés aux conditions de 2050 ? Réponse, quasi zéro. C'est ça la vraie mise en abîme, c'est-à-dire qu'on a un stock de bâtiments qui existeront en 2050, y compris évidemment, alors si on parle de ceux qu'on construit tout récemment, ou les bâtiments neufs, ou ceux qu'on construira dans les prochaines années, on ne peut pas continuer à construire des bâtiments sur la base de programmes qui agrègent des données connues du passé et du présent. Il faut construire des bâtiments sur la base de données pas totalement connues, mais connaissables, assez fortement connaissables, de demain. C'est-à-dire qu'il faut faire des programmes par anticipation et non pas des programmes par agrégation de données connues. Puisque tout ce qu'on va construire aujourd'hui, sauf si on construit vraiment des horreurs, il y a de fortes chances que ça existe en 2050 et même encore en 2100. Donc, combien de ces bâtiments, et après on peut même transposer à l'espace public, parce que 80% aussi des espaces publics d'aujourd'hui existeront en 2050, combien de ces bâtiments, de ces espaces publics, de ces espaces libres sont-ils adaptés aux conditions de 2050 ? Quasi zéro. Donc, il y a un enjeu absolument majeur aujourd'hui de mettre, non pas aux normes, ça ne veut rien dire ce truc, parce que les normes n'existaient pas avant pour ces bâtiments qui ont été construits, mais non pas de les mettre au niveau d'aujourd'hui, mais les mettre dans une capacité d'encaisser demain. C'est ça le grand changement. Donc, déconsommation, décarbonation, adaptation, et c'est évidemment donc atténuation pour les deux premières et adaptation pour la seconde, c'est pour ça que ça s'appelait atténuation et adaptation, quelle stratégie de soutenabilité. On est dans cette recherche des bons équilibres, donc attention à ne pas continuer à maximiser, à faire de la suroptimisation sur un seul axe au détriment des autres, il faut chercher l'adéquation entre ces trois-là. Alors tout ça, ça dit quoi si on fait un petit peu de... si on passe un peu en revue les grands changements que ça opère dans notre pratique. D'abord, on a dit faire avec l'existant, donc réhabilitation par défaut, neuf par exception. Mais pas faire n'importe quoi sur l'existant. Aujourd'hui, on voit des opérateurs qui disent « Ouais, j'ai réhabilité un bâtiment, donc c'est bien ». Oui, enfin, ça dépend comment on réhabilite. C'est pour ça que là, c'est écrit « faire avec l'existant », et c'est écrit en noir, mais on le voit même bien là, mais faire bien. Ça veut dire quoi faire bien ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les bâtiments existants, donc, ce qui amortit, c'est le carbone matière, puisque c'est comme des immobilisations dans une entreprise. On considère des durées de vie de 50 ans de manière hypothétique dans les analyses de cycle de vie. Donc au bout de 50 ans, on considère que le carbone d'un bâtiment est amorti. Donc quand on intervient sur un bâtiment existant, oui, l'enjeu, ce n'est pas le carbone puisqu'il est amorti, c'est donc l'énergie blanche, l'énergie de flux, on l'a dit, sauf que on voit aussi aujourd'hui beaucoup d'interventions sur des bâtiments existants où, sous couvert de faire de la déconsommation, on recarbone énormément. Là aussi, il faut chercher l'équilibre, c'est pour ça que je vous parle d'équilibre entre les différentes valeurs. Attention à ne pas faire de la déconsommation outrancière, enfin qui aurait comme conséquence une recarbonation outrancière des actifs sur lesquels on intervient. Donc il faut chercher le bon équilibre entre réduire la consommation d'énergie et ne pas trop augmenter la charge carbone. Pourquoi je dis qu'on recarbone ? Parce qu'on va isoler, mettre en place des équipements, etc., changer un peu tout. Et aujourd'hui, il y a une tendance parfois à vouloir changer un peu tout en considérant que tout ce qui est ancien, c'est obligatoirement obsolète et qu'il faut toujours mettre tout à niveau. On le voit dans les stratégies d'investisseurs qui rachètent des actifs tous les 20 ans et qui les remettent complètement à niveau tous les 20 ans. Or, il faut lutter aussi contre la tentation de réintervenir en permanence et de mettre à niveau en permanence les bâtiments sous couvert d'aller chercher les meilleurs millésimes, des labels, des certifications, etc., qui sont un petit peu, allez, disons-le, les certifications millésimées, des pousses au crime environnementaux, dans le sens où aucun opérateur n'ose mettre sur le marché un bâtiment millésimé d'il y a 20 ans, comme si c'était complètement naze. Donc tout le monde cherche à le remillésimer par rapport aux millésimes les plus récents, et donc en permanence à réintervenir, donc recarboner. Donc faire avec l'existant, oui, mais faire bien, en cherchant le bon équilibre, des consommations, pas trop de recarbonation, et pas trop de dégradation de la capacité de ces bâtiments à tenir des épisodes caniculaires et donc garder leur capacité de résilience climatique que certains bâtiments existants ont et qu'on abîme aussi parfois avec des réhabilitations énergétiques qui ne sont pas bien faites. Ça arrive très souvent. Typiquement l'isolation par l'intérieur dans un bâtiment en mur de pierre assez épais, c'est catastrophique en général du point de vue du confort d'été. Donc, Franck Boutet, je vous laisse encore 5 minutes. Ah ça c'est vraiment embêtant. Allez, 6.
Donc, alors, rapidement, du coup, on a dit le neuf, pour autant, on peut continuer à faire du neuf, mais il faut faire du neuf. Tout à l'heure, j'ai dit si le neuf est l'exception, c'est l'exception par la rareté, mais ça doit être aussi l'exception par le caractère exceptionnel. Le neuf doit être à la fois en rupture et servir de terrain d'expérimentation pour mettre au point des stratégies et des dispositifs dont l'objectif est de pouvoir être transposé et massifié à l'existant. Et le neuf aussi, on peut lui donner un autre rôle, donc de servir comme effet de levier pour rétroagir de manière positive sur son territoire d'accueil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, grâce à un bâtiment neuf, grâce à un écoquartier neuf, etc., s'en servir pour finalement améliorer le territoire sur lequel il vient s'implanter. Typiquement, une bonne stratégie énergétique, c'est pas une stratégie. Je suis obligé de parler très vite maintenant. Non, mais prenez votre temps, je vous donnerai 7 minutes, allez. Ouais, c'est bon. Stratégie énergétique qui aurait pour objectif, qui serait juste considérée à l'échelle de l'écoquartier, mais une vraie bonne stratégie énergétique, c'est celle qui permet que l'écoquartier, par exemple, qu'on va créer aujourd'hui, permet d'améliorer le mix énergétique et donc d'améliorer les déjà raccordés. C'est ça, en fait, ces nouvelles externalités positives urbaines ou ces nouvelles synergies urbaines ou ces nouvelles coopérations territoriales qu'il faut chercher. Le neuf peut servir d'effet de levier, rééclairer des bâtiments existants en déficit d'éclairement naturel, améliorer le mix énergétique pour les déjà raccordés, etc. Un autre petit sujet pour aller un peu contre une idée reçue, on a tendance à considérer que la ville est le mal absolu du point de vue environnemental et du point de vue du carbone. C'est faux. À usage équivalent, parce qu'on va parler de la capacité des formes urbaines, on va dire, à chercher de la décarbonation ou de la sobriété, à usage équivalent, un habitant en ville aura une empreinte carbone moins élevée qu'un habitant à la campagne. Donc cet idéal comme ça de retour à la campagne, cette pensée un peu anti-ville qui émerge aujourd'hui, elle est fallacieuse. Si on habite tous à la campagne, du point de vue du carbone, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de densité énergétique, enfin, il n'y a pas suffisamment de capacité énergétique, il n'y a pas de densité énergétique pour pouvoir faire des réseaux d'énergie vertueux, on est obligé de se déplacer en voiture, il n'y a pas suffisamment de services à proximité. Donc, pourquoi la ville, finalement, est sobre en carbone je n'ai pas dit les habitants des villes, la ville elle-même, comme forme urbaine, comme organisation territoriale. Parce que, si on revient de manière un peu quantitative sur la définition de la ville, en gros, la ville, c'est le partage et la mise en commun, enfin la mise en commun et le partage, on va le faire dans ce sens-là, la mise en commun et le partage de quoi ? Des infrastructures, enfin des ressources, des infrastructures et des services. Et dans cette notion du partage, il y a une forme de sobriété énergétique et de sobriété carbone à la source. Valeur, du coup, qu'on peut retrouver dans l'idée qu'aujourd'hui, un des nouveaux enjeux, c'est de devoir intensifier l'usage des choses et augmenter la durée de vie des choses que l'on produit. Intensifier l'usage, si on prend l'exemple du vélo propriétaire, si je construis un vélo pour un propriétaire ou si je construis un vélo en libre service, c'est à peu près la même charge carbone originelle. Après, il y a un peu plus de carbone dans le vélo en libre service parce qu'il y a un peu plus d'entretien de maintenance, mais néanmoins, c'est un même objet, même charge carbone. Si j'utilise mon vélo seul en tant que vélo propriétaire, je vais l'utiliser 2 fois 20 minutes par jour, 40 minutes. Si c'est un vélo en libre service, il va potentiellement être utilisé 24 heures sur 24. On a un rapport comme ça en charge carbone à service rendu équivalent qui n'a strictement rien à voir. Donc intensifier l'usage des choses, c'est un axe essentiel de sobriété carbone. Augmenter la durée de vie aussi, parce que tout à l'heure j'ai dit on fait les analyses de cycle de vie sur une durée hypothétique de 50 ans. Si on construit quelque chose pour 100 ans, la charge carbone qu'on va concentrer à un instant T, elle va être 2 fois moins importante sur le temps long. J'avance, j'ai compris qu'il fallait que j'aille vite. Pour finir sur cette idée-là, empreinte carbone d'un citoyen en France, vous connaissez tous les chiffres maintenant, 10 tonnes de CO2 environ, on va simplifier le raisonnement, 10 tonnes de CO2 par habitant en France en moyenne, pour arriver aux objectifs donnés par le GIEC pour limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré, même si on n'y croit plus tellement, il faut arriver à 2 tonnes de CO2 par habitant. Donc 10 à 2, division par 5 ou gagner 80%, c'est du jamais vu. Vous avez tous travaillé sur des opérations sur lesquelles on voit bien qu'on arrive à gagner 20-30% de carbone divisé par 5 ou gagner 80%, c'est du jamais vu. Donc c'est un changement de société radical qui s'annonce. Quand on est acteur de la construction ou de l'aménagement, on n'agit pas sur toute l'empreinte carbone d'un citoyen. On agit sur à peu près, c'est pour simplifier le raisonnement aussi, le tiers central qui est montré en hachuré.
C'est en gros ce sur quoi on peut jouer sur le milieu physique, c'est-à-dire la construction, l'approvisionnement énergétique, la mobilité. Ça représente, ça dépend évidemment des territoires dans lesquels on est, mais ça représente 30, 35, 40%. Donc c'est pour ça qu'on simplifie en mettant le tiers central. Donc, quand on est acteur de la ville, on peut évidemment, et on doit d'ailleurs, décarboner au maximum ce tiers central. Mais imaginons qu'aujourd'hui, on arrive à faire relativement facilement 30% de gains, 40%. Imaginons que demain, on arrive à faire 50%. On va prendre le tiers central, plutôt, on va considérer qu'il fait 40% de l'empreinte carbone d'un citoyen. Je gagne donc 50% de 40% de l'empreinte d'un citoyen. Je gagne donc 50 fois 40%, je gagne 20%. Je suis très loin des 80% qu'il faut gagner pour tenir les objectifs de limitation du réchauffement climatique. Et donc du carbone, il y en a où? Il y en a en amont et en aval de ce sur quoi je peux agir, moi, en tant qu'acteur de la ville. En aval, c'est quoi? C'est les usages, les comportements, les modes de vie. Donc, ce n'est pas parce qu'on construit un quartier qu'on doit on ne va pas dire aux gens qui vont habiter dans un bâtiment qu'on va concevoir ou un quartier qu'on va concevoir qu'ils n'auront plus droit de se déplacer en avion, de manger de la viande et de remplacer leur smartphone. Mais néanmoins, aujourd'hui, on doit considérer que quand on agit sur le milieu physique, quand on fait une opération de construction, une opération d'aménagement, on doit évidemment faire le maximum sur ce sur quoi on peut agir, c'est-à-dire le milieu physique, mais aussi penser le caractère incitatif, inducteur, pour infléchir des comportements, des modes de vie. Donc, donner la possibilité de, pas imposer de, mais donner la possibilité de. Ça veut dire, finalement, agir sur toutes les valeurs soft de la ville et du bâtiment, inciter, donner envie de se passer de la voiture, donner envie de monter, de marcher pour monter dans son bâtiment plutôt que de prendre l'ascenseur à chaque fois, etc., etc. Et en amont, donc ça c'était le tiers aval, en amont, il y a aussi du carbone dans des politiques nationales ou internationales qui échappent au territoire. Là, c'est pareil. Nous, en tant qu'acteurs de la ville, on doit pouvoir faire des opérations qui sont démonstratrices pour pouvoir infléchir les politiques publiques. Donc ça donne un triple rôle aux acteurs de la ville. Un, faire le maximum sur le milieu physique, donc les émissions directes sur lesquelles on a la main. Deux, penser nos opérations comme des vecteurs d'incitation au changement et au changement des comportements et des usages. Et penser nos opérations comme des démonstrateurs pour infléchir les politiques amont. Voilà. Et donc ça dit finalement atténuation, adaptation. Et au centre de tout ça, il y a la question de l'engagement, parce qu'on n'arrivera à faire cette division par 5 ou cette réduction de 80% que si on adresse tout et que si on entraîne les citoyens dans notre histoire. Donc c'est pour ça que je finis sur cette petite diapo qui dit l'engagement doit être au cœur de ce que l'on produit aujourd'hui. Donc atténuation, adaptation, engagement. Merci. Merci Franck Boutet. Prenez un verre d'eau, oui, parce que là, vous avez passé les limites. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'en aurais peut-être une. Je vais prendre de l'avance. Vous n'avez pas évoqué, une petite question à Franck Boutet, vous n'avez pas évoqué un mot qui est végétalisation. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler presque une mode dans les projets? Est-ce qu'on est sur des choses sérieuses? Qu'est-ce que vous voyez émerger? Est-ce que sur l'innovation, il y a des choses? Voilà, j'aimerais votre avis. Je pense que ça peut intéresser aussi notre public. Oui, bien sûr. Enfin, je n'ai pas évoqué parce que j'avais pas beaucoup de temps, mais la végétalisation. 25 minutes quand même. Hein. La végétalisation, c'est un des axes un enjeu à la fois et un des axes prioritaires de l'adaptation. Donc en fait, c'est sous-tendu dans la question de l'adaptation. Aujourd'hui, on fait de l'adaptation en déminéralisant, en désimperméabilisant, en recherchant le sol fertile, le cycle de l'eau retrouvé, et en permettant du coup à des sujets végétaux de pouvoir s'installer, grandir. L'arbre ou le végétal, on va dire au sens large, a des vertus assez extraordinaires. Il joue sur deux leviers de l'adaptation. Un, créer de l'ombre, la canopée, l'arbre à palabre, et deux, en fait, de faire du rafraîchissement adiabatique, parce que le rafraîchissement adiabatique, c'est un peu comme l'image du linge qu'on va tremper dans une bassine d'eau et qu'on met à une fenêtre. Le linge, c'est une surface d'échange, le végétal fait ça très bien. On trempe dans une bassine d'eau qui a un médium qui a une capacité de changement d'état, donc de provoquer une réaction endothermique, et le vent, c'est le moteur. Donc si on arrive à dessiner des villes ou à les redessiner, enfin les réparer aujourd'hui par rapport à cette idée du rafraîchissement adiabatique, produire de la surface d'échange, retrouver le cycle de l'eau et permettre une brise naturelle, une brise rafraîchissante dans l'espace public, dans les espaces vides de la ville, alors ça marche tout seul. Donc le végétal permet de faire ça
donc à la fois de créer cette surface d'échange, d'aller chercher l'eau souterraine pour la faire remonter en superficie, et grâce à son développement foliaire très important, parce que c'est un des objets les moins compacts juste après le carbone. Donc il n'y a pas que la compacité dans la vie, hein. Souvent on dit qu'il faut être compact pour être bien, mais non. Donc cette hyperfragmentation de l'arbre crée cette surface d'échange et permet du coup au vent de faire briquer l'évapotranspiration à la surface des feuilles, plus l'ombrage. Donc finalement, l'arbre en ville est un vecteur, ou la végétalisation dans les territoires est un des vecteurs absolument essentiels de l'adaptation. Très bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos deux invités, hein, pour Alexandre Mafoud et Franck Boutet? On a quoi? On a 5-10 minutes. On est large. Test. Bonjour. J'avais une question. Monsieur Boutet, vous avez parlé d'intensification et d'augmentation de l'utilisation avec votre exemple de vélo. Et je voulais savoir, cette intensification et cette augmentation de l'utilisation, est-ce qu'elle n'est pas préjudiciable à la fin de vie, à la durée de vie des matériaux? C'est-à-dire en accélérant l'obsolescence ou pas, c'est ça l'idée? Oui. C'est que plus c'est utilisé, moins ça va vivre longtemps? C'est la question que je vous pose. Je sais pas. Non, mais pour répondre plus sérieusement, non, mais on peut essayer d'augmenter la durée de vie des choses et leur usage. Après, je suis d'accord que, c'est pour ça que je disais, en fait, ma démonstration sur les vélos, elle est un tout petit peu rapide, dans le sens où la charge carbone initiale, c'est bien la même. Après, la charge carbone de l'entretien de maintenance d'un vélo en libre service par rapport à un vélo propriétaire, oui, elle est plus élevée. Donc, il faut bien calculer l'équilibre de tout ça. Mais en fait, ce que je raconte au travers de ce propos, j'allais dire court, mais donc de 25 minutes, c'est vraiment qu'il faut rechercher les bons équilibres et arrêtons un peu de basculer comme on le fait fréquemment en France. On travaille sur l'énergie à fond, après on se met à travailler sur le carbone, on fait du béton et on dit pendant qu'on fait du béton c'est impossible de construire en bois, tout d'un coup on construit en bois, on dit c'est impossible de construire en béton. Enfin, il faut arrêter un peu ces retournements comme ça de balancier permanent. Il faut plutôt chercher à décrypter, à peser, à chercher les bons équilibres. Donc oui, évidemment, entre l'intensification d'usage qui peut altérer plus vite ce qu'on a conçu initialement versus sa durée de vie, il faut là encore chercher le bon équilibre, donc entre utiliser plus, on va dire, et user moins, quoi. Enfin, bonjour. Moi, je voulais vous poser une question. À un moment donné, vous avez évoqué un cas pratique du logement haussmannien où c'est une catastrophe de l'isoler par l'intérieur. Est-ce que vous entrevoyez un moyen, parce qu'on fait un choix, on ne va pas l'isoler par l'extérieur pour des raisons patrimoniales. D'un autre côté, on essaye d'isoler l'enveloppe pour abaisser ses consommations. Mais si on fait une isolation par l'intérieur, on vient dégrader le confort d'été. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à partir d'un moment, on va venir plafonner techniquement, on va devoir faire un choix sur un des axes au détriment des autres? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions, par exemple dans le cas de l'haussmannien, pour isoler l'enveloppe tout en ne pas dégradant, sans dégrader le confort d'été? Est-ce qu'il y a un parti pris à un moment donné à avoir? Alors j'ai pas dit haussmannien moi personnellement, mais c'est vrai que, j'ai dit un mur de pierre assez épaisse. En fait, j'ai envie de vous répondre d'une façon, en prenant l'exemple d'un projet sur lequel on a travaillé, qui est le campus de Sciences Po, Hôtel de l'Artillerie. Il y avait 3 entités bâties d'âges différents, dont un bâtiment historique en partie classé, donc impossible d'intervenir. Donc ça, c'était le bâtiment Sébastopol, donc le bâtiment le plus ancien, le bâtiment conventuel attaché à l'église Saint-Thomas d'Aquin. Donc, Sciences Po avait démarré son dialogue compétitif en mettant tous les labels de rénovation énergétique. Il fallait faire de l'Effinergie+, du BBC Rénovation, un tas de trucs. Et sur le bâtiment Sébastopol, évidemment, on ne pouvait pas rénover, on ne pouvait pas isoler par l'extérieur, impossible. On pouvait
presque pas changer les fenêtres parce qu'elles sont classées aussi. Alors après, il fallait changer en ayant exactement la même menuiserie et tout ça. Bon, c'est un bâtiment qui n'est pas très vitré non plus. Et donc, pour pouvoir faire du BBC rénovation, en gros, la seule solution, c'était d'isoler par l'intérieur et de remplacer les fenêtres et d'étancher, donc de chercher une perméabilité à l'air de malade comme on fait aujourd'hui. Nous, ça nous paraissait très dommage sur ce bâtiment. En plus, il y avait un petit problème de place, un petit problème de mètres carrés, enfin de surface à trouver. Ça nous paraissait très dommage. On a fait, juste au début du concours, donc première phase de dialogue, on a fait une simulation thermique dynamique témoin pour voir comment ça fonctionnait. On s'est rendu compte que, les vitrages, donc les vitrages, c'est demandé de les changer par défaut. Les vitrages n'étaient pas tant un problème parce qu'il n'y en avait pas énormément. Il y avait des effets de parois froides qui pouvaient être assez importants sur les murs de pierre, en effet, et sur les simples vitrages. Et le bâtiment, par contre, tenait extrêmement bien la route en épisode chaud et en prospective période caniculaire. Donc, on a ensuite fait, tout à l'heure je parlais de programmes prospectifs, on a fait des simulations en climat dégradé 2030, 2040, 2050 pour se rendre compte que c'était de moins en moins un problème de chauffage évidemment et de plus en plus un problème d'inconfort d'été. Donc en isolant par l'intérieur, ce qui était la seule manière de répondre au label BBC Rénovation, en fait, oui bien sûr, on était bon, c'est un peu tautologique, si on isole, on est meilleur sur la partie thermique. Par contre, c'était une catastrophe sur le confort d'été. Or, les bâtiments n'étaient pas raccordés au réseau de froid. Donc, ils sont raccordés au réseau CPCU, et on s'est dit c'est une idiotie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un réseau, certes, il n'est pas le plus décarboné qui soit, mais il va sur une trajectoire de décarbonation. On a de moins en moins d'enjeux. Déjà aujourd'hui, ça pèse un peu, mais demain, ça pèsera plus grand-chose donc sur les enjeux de production de chaud. Et par contre, si on fait ça, on dégrade considérablement le confort d'été. Il va falloir se raccorder au froid ou, pire, équiper le bâtiment de systèmes de production de froid autonomes sur site, etc., sur un bâtiment classé avec des toitures parisiennes, etc. Donc on a fait la démonstration qu'il ne fallait pas isoler ce bâtiment. On a fait quand même une correction thermique en enduit chaud-chanvre. Ce qui est pas mal, c'est que d'ailleurs, la correction thermique permet d'échapper aux garde-fous de la réglementation élément par élément, puisqu'en fait, ce n'est pas une isolation, c'est juste une correction. Donc on n'avait pas l'obligation du garde-fou. On n'a pas remplacé les fenêtres. On les a juste démontées, amélioré un peu leur étanchéité. Par contre, c'est les mêmes vitrages de l'époque de la construction, donc du XVIIIe siècle. Et le bâtiment, il est livré comme ça, il fonctionne comme ça, il fonctionne très bien en été. Et en plus, ça évite de faire cloc-cloc quand on vient taper sur des murs alors qu'on est dans un bâtiment qui exprime sa présence patrimoniale très très forte. Et donc ça, c'est un véritable exemple d'une façon d'intervenir sur un bâtiment existant qui a des qualités inertielles et donc de confort d'été incroyables, et qui, certes, a une faiblesse thermique, mais qui n'est pas la seule faiblesse, enfin, c'est pas la seule chose qu'il faut regarder, et surtout, projeté dans un temps long, ça sera de moins en moins une faiblesse. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire ça partout, mais en tout cas, sur un haussmannien, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'isoler un haussmannien, personnellement. D'abord parce que l'îlot de chaleur urbain, c'est un défaut, certes, pour le confort d'été, mais ça fait qu'on ne consomme pas tant d'énergie de chauffage que ça en centre-ville. Et demain, ça sera une catastrophe si on isole ces bâtiments du point de vue du confort d'été. Ça, c'est ce qu'on montre avec toutes les simulations. Par contre, il va plutôt falloir améliorer ou ne pas dégrader sa capacité à faire du rafraîchissement naturel. Évidemment, Paris était très bruyant jusqu'à récemment, et encore maintenant, évidemment, par l'omniprésence de la voiture. Mais demain, on peut... parce que les bâtiments haussmanniens ont cette caractéristique d'être assez fins, et donc on peut faire de la ventilation naturelle traversante de manière assez aisée. Aujourd'hui, on ne le fait pas trop parce qu'on donne sur des avenues qui sont très bruyantes. Demain, s'il y a moins de voitures, s'il y a moins de voitures bruyantes, etc., moins polluantes, on pourra ouvrir plus facilement. Donc, allons chercher plutôt toutes les gaines, toutes les perméabilités, enfin toutes les porosités aéroliques. On trouve en fait plein de cheminées qui ne servent plus pour faire du feu parce qu'on n'a pas le droit. Et donc, pour pouvoir faire des conduits de ventilation naturelle, par exemple, ça c'est un des leviers très intéressants. Et sinon, conserver l'inertie ou l'améliorer avec des enduits chaud-chanvre pour corriger l'effet de parois froide, mais pas enlever l'inertie, rajouter des enduits de terre crue à des endroits. Enfin, il y a plein de solutions, mais attention, sur l'haussmannien, ce n'est pas tant un problème thermique qu'un problème climatique. Voilà.
Franck Boutet est très fort, il a rajouté 10 minutes à ses 25 minutes. Je vais quand même demander à Alexandre Mafou de répondre à la question du CEREMA. Je crois que vous avez eu le temps, là, en 35 minutes, de réfléchir à la seconde partie de la question. S'il vous plaît. Donc, par rapport à la seconde partie de votre question, toutes les maquettes ils comprennent les deux phases, la phase héritage et la phase jeu. Et cela permet toujours à anticiper et visualiser le projet, et surtout anticiper les travaux. On arrive à la phase exé avec des plans corrects. Et certains projets comprenaient 3 phases. Par exemple, la piscine olympique, il comprend la phase JOP, Jeux olympiques paralympiques, la phase héritage. Il y a aussi une phase qu'on appelle la phase des événements. Voilà, le bâtiment change la configuration intérieure pendant ces 3 phases. Donc, tout ça, c'est intégré dans la maquette. Voilà, plus de questions. J'imagine que tout le monde a faim. J'ai le micro et j'ai une question. Vous avez Je suis sur votre gauche. D'accord, très bien. Allez-y. Voilà. Allez-y, une dernière question, puis après on Merci. vous laissera vous échapper. Donc, Monsieur Boutet, ce que je retiens de votre présentation brillante, c'est que si on veut aller à l'essentiel, il faut massifier la réhabilitation de l'existant de manière raisonnée et peu carbonée, mais massifiée quand même. Or, on sait que ça coûte cher, quoi. On a peu parlé du ZAN, mais est-ce que vous croyez en le pouvoir du ZAN à rééquilibrer cette équation construction neuve versus réhabilitation, dans le sens où le ZAN, finalement, ça organise la raréfaction du foncier. Donc, mécaniquement, théoriquement, ça devrait renforcer le coût du foncier et donc le coût de la construction neuve. Est-ce qu'on pourrait avoir un rééquilibrage avec les coûts de la réhabilitation qualitative ? Je n'ose pas répondre parce que je prends trop de temps à chaque fois, mais comme c'est des sujets quand même un peu importants, quoi. Sinon, je pourrais dire oui, mais c'est un peu court. Ouais, moi, je pense que le ZAN, c'est une très bonne chose, oui. La France était quand même championne de l'artificialisation, c'est bien connu. Donc le ZAN, c'est une très bonne chose, ça va permettre de se reconcentrer sur ce qui existe déjà, pas que des bâtiments, hein, des territoires déjà occupés, anciennement occupés, des friches, des futures friches. Il y aura pas mal de friches aujourd'hui dans des équipements commerciaux en 2e, 3e couronne qui sont un peu en obsolescence. Donc je pense que c'est très bien, en tout cas qu'on focalise enfin sur l'idée que le sol, enfin les terres fertiles sont une ressource à part entière qu'il faut préserver. Et alors, j'hésite vraiment à... Je vais me faire houspiller, mais il y a un lien assez fondamental entre la question du sol, mais pas n'importe lequel, et la question du changement climatique, qui n'était pas toujours assez chaîné. On dit ZAN, on met le sol d'un côté, mais en fait, il y a un vrai lien. Et pour ça, on peut rappeler un peu les résultats de la France par rapport à sa stratégie nationale bas carbone, puisqu'elle a quand même une stratégie nationale bas carbone. En fait, la France, sur ces dernières années, a atteint les résultats qu'elle s'était fixés sur la stratégie nationale bas carbone. Alors évidemment, on peut dire oui, mais les seuils avaient été relevés pendant le Covid, donc c'est plus facile, c'est vrai. Mais n'empêche qu'elle a atteint les résultats en émissions brutes. Elle ne les a pas atteints en émissions nettes. La différence entre les émissions brutes et les émissions nettes, c'est qu'on soustrait les stockeurs de carbone. Et les stockeurs de carbone, donc c'est le fameux UTCATF, là, utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie. En gros, c'est le sol, mais pas n'importe lequel. La terre fertile, on va plutôt dire terre d'ailleurs, la terre fertile et les forêts. Donc à préserver les terres fertiles, pas n'importe quelle... Enfin, derrière la question du ZAN, on dit aussi urbanisé versus non urbanisé. C'est une erreur, parce qu'on peut avoir des terres plus fertiles dans des zones urbanisées que des terres non urbanisées, mais utilisées par une agriculture intensive qui est dévastatrice pour la fertilité du sol. Donc là aussi, il faut sortir de cette opposition ville, campagne, urbanisée, non urbanisée. C'est fertile et terre plus que sol versus artificiel. Et donc, il y a un lien essentiel à garder des terres fertiles, ne serait-ce, évidemment, déjà pour la préservation de la ressource sol, pour la préservation des équilibres écologiques, des équilibres naturels, etc., enfin des cycles écologiques, des équilibres naturels, et aussi pour la question du changement climatique. Donc, en tout cas, je n'ai pas répondu à la question, pardon, mais c'est une très bonne chose, c'est ça que je voudrais dire. Après, oui, aujourd'hui, la réhabilitation coûte plus cher, la revitalisation des friches coûte plus cher,
Par contre, il y a quand même des aides aujourd'hui sur un certain nombre de secteurs, pas sur tous, mais réutiliser des friches, il y a le fonds vert. En réhabilitation, ça dépend évidemment des secteurs sur lesquels on réhabilite, mais il y a eu une présentation ce matin sur la réhabilitation de l'habitat privé avec Valérie Mancret-Taylor de l'ANA. Donc il y a des aides, il y a des fonds publics quand même sur la réhabilitation, en attendant que ça devienne de toute façon pratique courante, que ça permette de rééquilibrer. Moi j'avais proposé à notre ex-ministre, donc Olivier Klein, lors de la cérémonie du Grand Prix d'urbanisme, même de mettre en place une forme de bonus-malus pour intéresser les opérations qui refertilisent ou en tout cas qui n'artificialisent pas et qui décarbonent, et mettre plutôt un malus sur celles qui artificialisent et qui carbonent. Donc pour forcer un peu la péréquation. Bon, ça, pour l'instant ça n'a pas pris, mais donc peut-être que pour l'instant, enfin il y a à la fois des aides dans cette période, il faut peut-être mettre en place des outils coercitifs, et après de toute façon ça deviendra pratique courante et ça deviendra standard, y compris d'un point de vue économique. Merci Franck Boutet, je rappelle qu'il est Grand Prix de l'urbanisme 2022 et on comprend pourquoi maintenant. Merci à tous et je vous demande d'applaudir nos deux intervenants. Merci beaucoup. Merci.